Bienvenue au balado Conscient. Mon nom est Claude Schreier. La saison 1 avait comme objectif d'explorer comment les arts contribuent à la conscientisation et à l'action environnementale. J'ai produit 3 épisodes en français et 15 en anglais. Vous pouvez les entendre sur conscient.ca. Donc la saison 2 porte sur la réalité, sur la manière d'accepter la réalité, comment nous pouvons surmonter le deuil écologique et comment tracer pour soi et pour les autres une voie pour l'avenir. Aujourd'hui, vous allez entendre le premier épisode de la 2e saison, intitulé Réalité. Cet épisode aborde notre perception de la réalité, la possibilité de l'extinction de l'espèce humaine, l'anxiété et le deuil écologique, l'espoir, les arts, les contes et la sagesse des cultures autochtones. Cet épisode est un mixage de citations de 28 autrices et auteurs avec des enregistrements de paysages sonores provenant de ma collection Paysages sonores simples et de ma composition de paysages sonores Au dernier vivant les biens. Cette surposition poétique d'idées et de sons est ma façon de donner un peu plus de sens à la vie et au monde qui m'entoure. Une transcription complète de cet épisode, y compris des liens vers les sources de chaque citation et de chaque enregistrement de paysages sonores, se trouve dans les notes de l'épisode. Le reste de la saison 2 comprendra des entretiens avec des leaders d'opinion, en anglais ou en français, sur leur réaction à l'épisode, sur la réalité. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Please note that this program is also available in English. Episode 19, Reality. Le journaliste Jack Miles. La réalité, telle que définie par le dictionnaire Oxford, est l'état des choses tel qu'elle existe réellement, par opposition à une idée idéaliste ou notionnelle de celle-ci. Au lieu d'être la méthode par laquelle nous observons une chose, la réalité est la nature ou la vérité de cette chose.
la définition de la réalité dans le bouddhisme. Le bouddhisme cherche à remédier à toute disparité entre la vision de la réalité d'une personne et l'état réel des choses. L'écrivain Sherry Mitchell. Nous devons être à l'écoute de notre capacité à voir au-delà de la réalité physique qui nous entoure et à nous éveiller au vaste monde invisible qui existe. Le théoricien de la culture Thomas Berry. Notre défi est de créer un nouveau langage, voire un nouveau sens de ce que c'est que d'être humain. Il s'agit de transcender non seulement les limites nationales, mais l'isolement même de notre espèce, pour accéder à la plus vaste communauté des espèces vivantes. Cela donne un sens complètement nouveau à la réalité et à la valeur. L'historien Paul Krauss. Pour Francis Bacon, l'homme est supérieur à la nature, mais l'homme est aussi aliéné à la nature. La nature est dure et impitoyable, et il faut la conquérir. Plutôt que de voir l'homme comme faisant partie de la toile de la nature, Bacon perçoit l'homme comme existant dans un empire naturel. Le professeur de sciences politiques Thomas Homer Dixon. Les crises mondiales actuelles ont toutes des sources communes, des convictions et des valeurs qui sont trop égocentriques, des systèmes politiques qui sont trop confinés, des économies trop rapaces et des technologies trop sales pour une petite planète surpeuplée aux ressources en diminution et aux systèmes naturels en voie d'effritement. La militante Naomi Klein. Ce dont le climat a besoin pour éviter l'effondrement, c'est une réduction de l'utilisation des ressources par l'humanité. Et ce que notre modèle économique exige pour éviter son propre effondrement, c'est une expansion illimitée. Un seul de ces ensembles de règles peut être modifié, et ce ne sont pas les lois de la nature. Le professeur de philosophie Todd Dufresne. Nous sommes tous terrorisés par la réalité. Pour attirer l'attention de certaines personnes, il faut un incendie, un glissement de terrain ou un ouragan. Je crains en fait que pour attirer l'attention, il faille une mort ou une extinction de masse. Ceux qui survivent à de telles expériences auront une appréciation renouvelée de la nature, du monde extérieur et de la nécessité du collectivisme face à une extinction massive. Il y a de l'espoir dans tout cela. Même si je l'admets, l'espoir est enrobé de laideur. Le professeur d'humanité environnementale Jennifer Atkinson.
L'éco-anxiété et le deuil climatique sont parfois présentés comme des troubles pathologiques. Mais en fait, ce sont des sentiments qui découlent généralement d'une perception juste de la crise écologique actuelle. Il est peut-être plus approprié d'identifier l'éco-anxiété comme une émotion éthique, un signe de compassion, d'attachement à la vie et de désir de justice. Notre avenir n'est pas encore écrit. Et en embrassant l'inconnu, nous sommes mieux à même de recadrer notre pensée de manière à la rendre plus autonome. L'écrivain Rebecca Solnit. L'espoir se situe dans les prémices de la totale incertitude de ce qui va se passer et que, dans l'immensité de cette incertitude, il est possible d'agir. L'enseignante de Dharma, Catherine Ingram. L'amour. Que reste-t-il à faire maintenant? Nous voici parmi les derniers humains qui vont faire l'expérience de cette belle planète depuis que l'Homo sapiens a entrepris son voyage il y a environ 200 000 années. Aujourd'hui, face à l'extinction de notre espèce, vous vous demandez peut-être s'il est utile de continuer. Le journaliste Dal Jamal. J'ai le cœur brisé par ce que nous avons fait et faisons endurer à notre planète. Je suis triste, mais ce processus en cours ressemble plutôt à un patient pelage d'oignon. Il y a toujours plus de travail à faire, car le risque que nous nous sommes créés continue de se dérouler. Et à un moment donné, j'ai renoncé à mon attachement à tout résultat qui pourrait découler de mon travail. Je suis un sans espoir. Le journaliste Richard Heinberg. L'espoir n'est pas seulement l'attente de temps meilleurs. C'est une attitude active, une détermination à obtenir le meilleur résultat possible, quels que soient les défis auxquels
on est confronté. La militante Greta Thunberg. Pour moi, l'espoir, c'est le sentiment qui me permet de continuer, même si toutes les chances sont contre nous. Pour moi, l'espoir vient de l'action et pas seulement des mots. Pour moi, l'espoir, c'est le fait de dire les choses telles qu'elles sont. Non à la violence dans la rue! Non à la violence dans la rue! Non à la violence sur les lieux de travail! Non à la violence sur les lieux de travail! Professeur de droit, Shalanda Baker. Allons-nous revoir la conception des systèmes pour reproduire les structures actuelles de pouvoir et de contrôle, ou allons-nous réimaginer nos systèmes au profit de ceux qui sont si souvent laissés de côté dans les discussions sur la conception de ces systèmes? L'écrivain Britt Ray. Lorsqu'un petit changement dans un système complexe produit un énorme changement, la nouvelle voie qui s'ouvre est renforcée en boucle par une rétroaction positive qui intègre tout ce changement. Vous ne pouvez pas revenir à l'endroit où vous étiez avant. Un point de basculement qui provoque un reversement non linéaire pourrait être la chose qui nous fait entrer dans un système, mais il pourrait aussi être la chose qui nous permet de guérir nos systèmes brisés et de mieux nous soutenir. Le professeur de politique publique Eric Beinhocker. L'humanité est dans une course entre deux points de bascule. Le premier est celui où les écosystèmes de la Terre et de la vie qu'ils contiennent basculent dans un effondrement irréversible dû au changement climatique. Le second est lorsque la lutte pour l'action climatique passe d'un statut de préoccupation politique parmi tant d'autres à celui de mouvement social de masse. La question existentielle est la suivante. Quel point de bascule atteindrons-nous en premier?
L'enseignant de Zen, David Loy. La solution bouddhiste à cette situation est de ne pas se débarrasser du soi, car il n'y a rien de tel à éliminer. Le sens du soi doit être déconstruit, oublié dans la méditation, et reconstruit en remplaçant les 3 poisons que sont la cupidité, la mauvaise volonté et l'illusion par la générosité, l'amour bienveillant et la sagesse qui reconnaît notre interdépendance. Tout comme il n'y a pas de soi dont on peut se débarrasser, nous ne pouvons pas retourner à la nature, parce que nous n'avons jamais été séparés d'elle. Nous pouvons toutefois réaliser notre non-dualité avec elle et commencer à vivre en harmonie avec cette réalisation. Le comédien Dominique Champagne. Sachant que je vais léguer à mes 3 fils un monde en pire état que celui dont j'ai hérité de mes parents, sachant que nous sommes les contemporains d'un monde où nos actions sont en train de compromettre l'avenir de la vie sur Terre, et sachant que la situation risque de s'aggraver, qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment continuer à faire des spectacles et à faire tourner des ballons sur mon nez comme si de rien n'était? La journaliste Julia Rosen. La société a tendance à considérer le changement climatique comme une problématique scientifique, plutôt que comme un défi culturel et politique, qui exige de notre part toute notre humanité. Bref, ce genre de défis sont plus souvent explorés et abordés par les arts. Look at wars. Look at People who want to use noise as a kind of weaponry, Look at wars. Look at wars. to frighten Look at people, wars. to frighten people, to scare them, to scare, to frighten, beat them down, beat them down, to pulverize them. If you want to destroy people, one of the first resorts you have is to noise. L'artiste David Haley. Nous avons maintenant besoin de l'esthétique pour nous sensibiliser à d'autres modes de vie, et nous avons besoin des artistes pour nous sensibiliser à la forme des choses à venir. L'artiste Diego Galafasi. L'art est un espace où nous pouvons poser des questions très difficiles et explorer les choses de manière ouverte, sans s'engager à trouver des solutions. L'artiste Lance Garavi. Si les œuvres d'art, toutes géniales soient-elles individuellement, peuvent avoir de la valeur, elles ne font pas le poids. Ce dont nous avons besoin, c'est que tout l'art traite des changements climatiques. C'est un peu comme quand on prend une grenouille qui est un animal à sang froid et qu'on la met dans un bocal d'eau et qu'on fait chauffer l'eau peu à peu. La grenouille va s'habituer
à la température qui monte, jusqu'à la mort. Et elle ne se rendra jamais compte que la température a monté. Puis un jour, la température va être trop chaude pour elle et elle va mourir. Alors notre civilisation, sur le plan sonore, ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'on s'est habitué, puis à un moment donné, on va voir les tympans crever. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas être trop complaisant face à des situations, mais essayer de se mettre en état d'écoute radical. En ce sens que ça va nous permettre de prendre vraiment conscience de ce que c'est et y apporter des correctifs, parce qu'il faut y apporter des correctifs. Le niveau, ne serait-ce que le niveau sonore moyen en ville est déjà beaucoup trop élevé. Ça crée des tensions et je suis sûr que ces tensions-là se répercutent. L'historien Yuval Harari. Si vous pensez à une religion, à un système économique, un système politique, à la base, vous trouverez une histoire fictive sur Dieu, sur l'argent, sur le droit de l'homme, sur une nation. Toutes ces choses sont des histoires fictives. Elles ne sont pas une réalité biologique, mais une fiction très puissante, convaincante et bénigne qui nous aide à organiser nos systèmes politiques et juridiques dans le monde moderne. L'écrivain Charles Eisenstein. Les exposés génèrent de la résistance, mais les histoires touchent un endroit plus profond de l'âme. Elles coulent comme de l'eau sur nos défenses intellectuelles et adoucissent les sols afin que les visions et les idéaux en dormance puissent prendre racine. L'écrivain Richard Wagamese. D'utiliser la respiration pour modeler l'air en des sons qui deviennent alors un langage qui soulève et transporte ceux qui l'entendent, qui les emmène au-delà de ce qu'ils pensent, connaissent et ressentent, et qui leur donne le pouvoir de penser, de ressentir et de mieux comprendre. Nous sommes vraiment des conteurs. C'est ce que nous faisons. C'est notre pouvoir en tant qu'être humain. Alors voici une histoire. Il était une fois, je crois que c'était à l'automne 2019. J'étais à une réunion sur la façon dont le secteur artistique et culturel, et en particulier la communauté des savoirs traditionnels autochtones, pourrait jouer un rôle beaucoup plus important dans la lutte contre les changements climatiques. J'avais beaucoup de chance d'être assis là. J'étais très enthousiaste à l'idée d'en savoir plus. Alors nous étions assis autour d'une table, pas tout à fait un cercle, mais assez près les uns des autres. Chacun a partagé ses connaissances et quelques histoires. J'ai parlé de la façon dont l'institution pour laquelle je travaillais essayait de devenir plus verte et de joindre le geste à la parole sur les questions environnementales. D'autres ont parlé de questions comme le patrimoine bâti, la culture immatérielle et ce genre de sujets. Ensuite, le représentant d'une organisation autochtone m'a coupé le souffle en déclarant qu'il faudrait probablement autant de temps pour résoudre la crise écologique que cela en a pris pour la créer. J'ai alors repensé à cette phrase.
il faut autant de temps pour résoudre la crise écologique que cela en a pris pour la créer. Comment est-ce possible? Et puis j'ai dit, mais nous n'avons pas ce temps. Ou alors, en avons-nous? Nous nous sommes tous regardés en silence. Je n'oublierai jamais ce moment. L'activiste Sheila Watt-Cloutier. Il est important de reconnaître à quel point l'environnement, la santé, l'économie, la culture et les droits sont étroitement liés dans notre société. La Terre est une entité vivante qui respire, tout comme notre corps. Notre survie dépend entièrement de la vie dans la nature et non pas en dehors de celle-ci. L'écrivain Robin Wall Kimmerer. La Terre est le véritable maître. Tout ce dont nous avons besoin en tant qu'étudiants, c'est d'être attentifs. L'enseignante de Dharma, Catherine Ingram. Bien que nous avons causé tant de destruction, nous devons également considérer le vaste éventail de possibilités qui composent une vie humaine. Bien entendu, à une extrémité de cet éventail se trouve la cupidité, la cruauté et l'ignorance, mais à l'autre extrémité se trouve aussi la bonté, la compassion et la sagesse. Nous sommes animés d'une grande créativité, d'une communication brillante, d'une appréciation de la musique et des arts et d'un talent extraordinaire pour la musique et les autres formes d'art. Aucune autre créature vivante n'a une conscience aussi vaste et variée que la nôtre. Je suis d'accord avec Catherine Ingram pour dire que nous, les humains, sommes des êtres conscients, avec une capacité illimitée pour, oui, la cupidité, la cruauté, l'ignorance et l'égoïsme. Mais je suis convaincu que nous avons la même capacité pour la bonté, la compassion,
la sagesse, la créativité et l'imagination. Ma propre compréhension et ma propre perception de la réalité ont été transformées depuis que j'ai commencé à écrire cet épisode. La déclaration de Yuval Harari sur le fait que les histoires fictives ne sont pas une réalité biologique m'ont secoué et m'a réveillé. De plus en plus, je vois et surtout je ressens maintenant dans mes os l'état des choses tel qu'elles existent réellement, sans filtres sociaux ou histoires sur des activités non durables pour me bloquer le chemin vers cette compréhension ressentie. Alors, où allons-nous à partir de là? Eric Beinhocker nous a rappelé plus tôt dans l'émission que l'humanité est dans une course entre deux points de bascule. Un effondrement irréversible ou un mouvement social de masse. Mon cœur, bien sûr, est avec le mouvement social de masse. Il y a des signes de sa croissance. Cependant, mon esprit rationnel, informé par la science, voit plutôt l'effondrement irréversible comme le résultat le plus probable. Cet effondrement a déjà commencé, et nous devons donc faire tous les efforts pour ralentir l'effondrement, pour le bien des générations futures, en attendant qu'un mouvement social de masse se manifeste. Personnellement, mon espoir est que nous trouverons un moyen d'accepter la réalité, de nous frayer un chemin dans ce deuil écologique et de tracer une voie pour l'avenir. Mon rêve, comme le suggère l'enseignant de Zen David Loy, est qu'un jour, nous puissions réaliser notre non-dualité avec la nature et commencer à vivre en accord avec cette réalisation. Vous venez d'entendre Réalité, le premier épisode de la 2e saison du balado Conscient. Mon nom est Claude Schreier. Je tiens à remercier chaleureusement les 28 personnes que j'ai citées dans cet épisode. Veuillez noter que certaines de leurs citations ont été légèrement abrégées par souci de concision et de clarté. Je tiens également à remercier tous ceux qui m'ont aidé à produire cet épisode, en particulier mon épouse Sabrina Matthews et la consultante en production de podcast Ayesha Barmanian. Veuillez garder à l'esprit que ce balado est un travail continu et que je suis conscient que mon travail comporte, entre autres choses, des moments d'incohérence, de contradiction, de parti pris inconscient
des fois avec un brin de panique et une certaine naïveté. Alors, n'hésitez pas à remettre en question mes hypothèses, à partager vos pensées et à vous joindre à la conversation par l'intermédiaire de conscient.ca. N'oubliez pas qu'il s'agit là de questions troublantes et difficiles. N'hésitez donc pas à vous adresser au groupe de soutien ou au service d'aide et de soutien dans votre communauté pour obtenir de l'aide. Je vous rappelle que le premier épisode de la saison 2 est la version anglaise de Réalité et que le troisième épisode de cette saison sera le premier d'une série de conversations avec des invités sur leur réaction à l'épisode Réalité. Prenez bien soin de vous et merci de votre écoute.